Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du jour animé par Maryse Dain, qui est donc la directrice de la Banque de France de la Nièvre. Dans cette période complexe, la Banque de France reste aux côtés des entreprises et propose différentes expertises, dont la cotation des entreprises, la médiation du crédit et des diagnostics approfondis. Afin que cet échange soit plus animé, vous pouvez poser vos questions durant la présentation de Madame Dain, ou alors vous pouvez aussi les poser parce qu'on a un petit espace de discussion en bas, il y a un chat, ou alors à la fin, il y aura un petit moment de partage de questions-réponses. Voilà, Madame Dain, l'écran est à vous. Je vous laisse partager votre présentation. Écoutez, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée, Madame Rochard, et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, comme Sophie l'a indiqué, nous restons auprès des entreprises, des collectivités et des territoires. Alors, je vais vous présenter différents éléments concernant les missions de la Banque de France. Je vais inverser un petit peu ma présentation pour pouvoir terminer et passer vraiment un moment important sur la cotation des entreprises. C'est un sujet en ce moment. Surtout dans une période compliquée, comment coter les entreprises, comment analyser leur bilan. Donc, j'ai plutôt mis ce focus cotation sur la fin de ma présentation. Voilà, mais je souhaitais malgré tout vous faire le point un petit peu sur les missions de la Banque de France et quels sont les services que nous proposons aux entreprises et de quelle façon nous intervenons auprès de l'économie du territoire. Donc, c'est vrai que la Banque de France, bon, en tant que banque centrale nationale et membre de l'Eurosystème, s'est vu confier plusieurs missions fondamentales, et notamment dans le cadre de la politique monétaire et de la stabilité financière, et notamment celle de la cotation des entreprises et du suivi des financements des entreprises, pour connaître tous les encours et les caractéristiques de financement. Et puis aussi dans le cadre d'un contrat de service public, des missions d'intérêt général à la demande de l'État. Et puis enfin, nous avons les services à l'économie qui regroupent donc les services entreprises qui font l'objet de cette présentation ce soir, mais aussi les services aux particuliers, notamment les procédures de droit au compte, de surendettement ou d'éducation financière. Et puis également, dans les services à l'économie, nous avons les services à l'État, bon, la tenue du compte de l'État et notamment les émissions des titres de dette d'État. Donc ça, ce sont nos 3 S. Voilà, si vous souhaitez vous souvenir des missions de la Banque de France, notre gouverneur est très attaché aux 3 S, la stratégie monétaire, la stabilité financière et les services à l'économie. Donc, dans mon plan, moi, ce que j'avais prévu au sommaire, donc tout ce qui concerne stratégie monétaire et stabilité financière, et ensuite activité de service. Alors, cette partie-là sur la cotation, c'est celle-ci que l'on verra plutôt à la fin. Donc, je vais passer directement, du coup, je n'ai pas inversé les diapos, je vais passer directement à l'activité. Voilà. Donc, sur notre partie, toujours dans le cadre de la stabilité financière, c'est le suivi du financement de l'économie, le suivi des crédits aux entreprises. Nous avons un service qu'on appelle le service central des risques, où nous centralisons tous les mois les déclarations des établissements financiers qui sont installés sur le territoire, qui nous déclarent tous les mois les concours supérieurs à 25 000 € qui sont accordés à chaque bénéficiaire. L'objectif étant de fournir une vision globale et précise de l'endettement des entités économiques auprès des organismes financiers, dont les établissements de crédit. Donc, ça se fait, ça concerne tous les financements accordés aux entreprises non financières, des entrepreneurs individuels compris, et également les financements accordés aux administrations et tout autre. Donc, ça permet, donc toute cette collecte est également restituée à chaque établissement déclarant, ce qui leur permet, eux, d'avoir une vision vraiment globale de l'endettement de leurs clients, et ça leur permet de faciliter la gestion de leur risque de non-remboursement. Alors, au-delà toujours dans nos activités plus de stabilité financière, nous menons également différents diagnostics. Nous élaborons différentes études qui nous permettent de faire un diagnostic sur l'économie française
Nous interrogeons chaque début de mois au niveau national à peu près 10 000 dirigeants d'entreprise. Et tout ça se fait au travers du réseau des succursales de la Banque de France. Donc, dans la Nièvre, nous interrogeons aussi un panel de dirigeants d'entreprise qui, en tout début de mois, nous font état donc, de l'activité du mois passé et de leurs perspectives sur les mois à venir. Et c'est à partir de ces données qui sont agrégées au niveau régional qui nous permettent d'élaborer une publication régionale, tendance régionale. Vous en êtes peut-être destinataire, mais également au niveau national. Donc, c'est notre enquête mensuelle de conjoncture. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant et très proche, je dirais, de l'évolution conjoncturelle du territoire. Tous les mois, nous diffusions également des start infos. Ce sont des recto verso d'actualité statistique. Alors, tous les mois, on en met deux en ligne, un sur les crédits par taille d'entreprise et par secteur. Donc, tout ça, c'est basé sur la collecte du service central des RIP dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis également un info sur les défaillances d'entreprise, également par taille et par secteur. Et depuis le mois d'octobre, nous avons également toute une série hebdomadaire, cette fois-ci, sur les défaillances qui est mise en ligne. Donc, ce sont des études très abordables dans leur lecture. Vous pouvez y avoir accès sur le site de la Banque de France, enquête de conjoncture, Stat Info Crédit, Stat Info Défaillance. Nous publions également des études, alors la plus fournie, plus élaborée, des études à caractère récurrent tous les ans sur la situation des entreprises et des PME, également sur les délais de paiement, puisque la Banque de France est secrétaire de l'Observatoire des délais de paiement. Et puis, notre Observatoire des entreprises publie plusieurs études très régulièrement dans les bulletins de la Banque de France. Donc, tout ça est disponible et apporte, je dirais, certains éléments de connaissance de l'économie et vraiment macroéconomique. Alors, dans notre troisième S, les services à l'économie. Les services à l'économie, donc ça, c'est vraiment le troisième pilier des missions fondamentales de la banque. Ce sont des activités en faveur du développement économique qui se sont élargies au fil des années, en réponse surtout aux besoins des acteurs de l'économie. Alors, ce sont la plupart d'ailleurs de ces volets que je vais vous présenter, il y a 10 ans, n'existaient pas, enfin, sauf l'accompagnement Géode qui, lui, a été mis en place depuis fort longtemps. Alors, si on va plus avant, donc dans les services aux entrepreneurs, tout d'abord l'accompagnement des TPE et des PME. Alors ça, c'est parti de l'idée, enfin du constat, c'est pas de l'idée, même si son esprit fourmille d'idées à notre gouverneur, mais plutôt du constat lorsqu'il allait sur le terrain que les dirigeants de TPE et de PME étaient souvent seuls ou alors même qu'il y a beaucoup de structures qui sont présentes pour les accompagner, pour les aider, mais il ressentait il trouvait qu'ils étaient souvent seuls et qu'ils ne savaient pas parfois vers quelle structure se diriger hein, face à une situation particulière, un événement particulier dans la vie de l'entreprise. Et donc, il a donc nommé des correspondants TPE et PME sur tout le territoire, donc dans chaque département. Alors, à la Banque de France de Nevers, donc je suis ainsi que mon adjoint correspondant pour les TPE et les PME. Le but étant qu'elles nous sollicitent pour une question à laquelle elles n'ont pas de réponse ou elles ne savent pas vers qui trouver la réponse. Et du fait de notre connaissance des structures du territoire, en écoutant et en détectant vraiment leurs besoins, nous puissions les orienter vers le bon service et vers la bonne réponse, voilà, trouver la bonne réponse à leur situation. Donc, c'est un service gratuit et confidentiel. Le but étant vraiment d'orienter le dirigeant vers la structure adéquate. D'ailleurs, il est
m'est souvent arrivé, notamment l'an dernier, bien évidemment, d'orienter certaines entreprises auprès de Madame Rochard. L'accompagnement des startups, alors ça, c'est tout récent, c'est depuis l'an dernier, hein, la Banque de France s'adapte aussi à l'évolution des structures de l'économie. Donc, au même titre que nous avions mis en place des correspondants pour les TPE, donc là, en 2020, nous avons mis en place un réseau de correspondants start-up, là, dans chaque capitale French Tech. Donc, il y en a une pour la Bourgogne-Franche-Comté, il y a une capitale French Tech qui s'est mise en place tout récemment d'ailleurs à Dijon. Donc, nous avons une correspondante pour les startups qui est basée à Dijon. Donc, le dispositif est aussi gratuit, confidentiel. Le but étant de développer un réseau de soutien pour les entreprises innovantes. Donc, les correspondants facilitent, tout comme les correspondants TPE, hein, ils facilitent la mise en relation de ces entreprises avec des professionnels, et ce, sur l'ensemble de leur parcours de vie. Donc, ça peut. Alors, c'est vrai que on est, je ne vais pas dire qu'on met ça, on est un peu intéressé aussi dans cette relation, parce que c'est vrai que nous pouvons orienter les startups vers des structures qui peuvent les accompagner. Mais la mission de notre correspondant, c'est aussi d'être un référent pour la cotation de ces sociétés qui sont quand même très spécifiques dans leur structure et dans leur organisation. On ne peut pas, nous, à la Banque de France, coter une start-up de la même façon que nous cotons une entreprise du commerce, de l'industrie ou du bâtiment. Donc, le but de nos correspondants est aussi d'acquérir et d'élargir toutes les informations que nous avons sur le fonctionnement des startups. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment une mission, je dirais, la plus récente auprès des entrepreneurs. Alors, la mission suivante, celle-là, elle vous parle beaucoup plus à tous. Enfin, j'espère que tous vous la connaissez. C'est la médiation du crédit. Donc, la médiation du crédit, elle a été mise en place en 2008, lors de la première crise, la crise financière qui s'est transformée en crise économique. Le but étant de ne laisser aucune entreprise au bord du chemin face à une difficulté ou un litige avec son établissement de crédit ou son assureur crédit. C'est vrai que c'est un dispositif qui a évolué au fil de la première crise, qui est encadré par une charte, un accord de place avec les établissements de crédit. La médiation, je dirais, contribue à s'assurer que les banques financent le tissu économique conformément aux engagements qu'elles ont pris, hein, d'ailleurs, dans cet accord de place. Et donc, dans le cadre de la crise sanitaire, elle a aussi contribué à favoriser l'accès, notamment de TPE, à des dispositifs publics de soutien en trésorerie. Donc, il y a une équipe nationale et nous avons aussi des équipes sur le département. Donc, mon adjoint et moi-même sommes également en charge de la médiation du crédit sur le département. Donc, la procédure, elle est très simple, hein. Vous avez le lien qui est en bas de la slide. C'est un service gratuit et confidentiel. Une entreprise peut nous saisir si elle fait l'objet d'une dénonciation de découvert ou d'autres lignes de crédit par son établissement, s'il refuse de rééchelonner la dette, s'il refuse un crédit. Mais aussi, elle peut nous saisir en cas de réduction de garantie par un assureur crédit. Et ça, je pense que c'est encore trop peu connu. En tout cas, c'est très peu utilisé. Pour ma part, depuis que je suis là, je n'ai jamais été sollicitée par une quelconque entreprise sur le territoire pour une problématique avec un assureur crédit. Et tout récemment, j'ai fait un point au niveau de la région. Depuis un an, nous avons eu vraiment très, très peu de dossiers qui nous ont été apportés sur ces problématiques-là. Alors même que lors de mes contacts de terrain, très souvent, et de plus en plus souvent, je dirais en ce moment,
j'ai des remontées de terrain m'indiquant que les assureurs crédits sont de plus en plus stricts et réduisent de façon parfois même brutale ou sans informer, réduisent les garanties sur les entreprises. Donc la démarche est très simple avec le dépôt d'un dossier en ligne que nous avons d'ailleurs simplifié pour faciliter les démarches dans le cadre de la crise sanitaire. Il est pris en charge et analysé après communication d'éléments financiers, bien évidemment. Les banques sont sollicitées pour revoir leur position. Donc, en général, on leur donne une semaine pour au moins reprendre contact avec l'entreprise ou nous faire part de leur position ou nous indiquer quels sont les éléments qui leur manquent et dont ils auraient besoin pour examiner le dossier. Donc voilà, c'est une procédure simple, gratuite et assez rapide. Très rapidement sur la Nièvre, l'an dernier, alors c'est vrai qu'au niveau national, on a dû faire face à un afflux de dossiers dès le mois de mars, avril et mai. La Nièvre, je dois vous le dire, nous avons été peu sollicités. Alors moi, je me dis qu'on peut peut-être s'en réjouir en se disant que les banquiers ont joué le jeu et ont mis en place les financements qui étaient demandés, notamment les PGE. Notre crainte à un moment a été que les entreprises n'aient pas suffisamment connaissance de ce dispositif. Nous avons fait quand même beaucoup de réunions d'information. Je pense que toutes les organismes, les consulaires, les fédérations font part de cette possibilité. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en reparler et puis d'insister auprès de vous, puisque voilà, il ne faut pas hésiter à solliciter ce service-là. Je ne sais pas si vous avez eu des interlocuteurs ou des entreprises qui auraient évoqué cette possibilité-là. Non. Madame Rochard, Non monsieur. plus, on a eu des dossiers en commun sur 2020. Oui. Non, c'est vrai Donc qu'on là, ça a été de notre côté au niveau des PGE et autres, on n'a pas eu forcément de difficultés avec les établissements bancaires pour oui. les crédits. Là. D'accord, très bien. Alors, l'éducation financière, c'est aussi une mission qui est peut-être peu connue de l'extérieur. Nous sommes depuis 2016 reconnus par l'État comme étant un opérateur de l'éducation budgétaire et financière. Alors, ce sont des actions que nous avons tout d'abord déclinées auprès d'une population, auprès des travailleurs sociaux, bien évidemment, et puis aussi auprès du public de jeunes, par des actions d'éducation au budget ou au crédit ou sur des informations sur les assurances, que ce soit dans des collèges, dans des lycées. Mais depuis 2019, nous pouvons également mener des actions auprès des chefs d'entreprise, notamment auprès des créateurs d'entreprises. Les sensibiliser à la gestion, à la qualité de la gestion, les sensibiliser à certains fondamentaux, les sensibiliser à la lecture que peut faire un banquier de leur compte. Voilà, ce sont vraiment des actions de terrain dans une approche vraiment partenariale. Opal. Alors Opal, c'est outil de positionnement et d'analyse en ligne des entreprises. Ça, c'est un outil qui a été mis en place pour répondre vraiment aux besoins des acteurs de l'économie. Alors, nous avions précédemment développé déjà Géode, je vais vous en parler tout à l'heure. Opal, c'est un Géode, je dirais, simplifié, qui est mis à disposition des dirigeants et qui a été mis gratuitement à la disposition des dirigeants. Donc, en se connectant sur le site de la Banque de France et notamment en accédant, me semble-t-il, à la procédure via France Connect, si l'entreprise nous a transmis ses bilans à la Banque de France,
elle a la possibilité via Opal d'avoir un diagnostic simplifié qui permet de comparer son entreprise avec le secteur d'activité de son choix pour avoir bon, quelques points forts et axes d'amélioration, ainsi que la possibilité d'y intégrer un volet simulation et qui lui permet donc d'élaborer des plans de développement et d'en mesurer surtout immédiatement les effets sur les indicateurs et notamment les indicateurs de trésorerie. Et donc, donc ça, c'est un dispositif, alors c'est un diagnostic simplifié, hein, qui est donc disponible directement auprès du dirigeant en ligne. Et depuis le mois de novembre, nous avons également offert la possibilité de disposer d'un accompagnement de nos experts, d'un analyste, donc sur l'ensemble des offres. Alors, Géode, ça c'est peut-être sans doute plus connu que Opal. Donc, Géode a été développé depuis fort longtemps, je dirais quasiment 40 ans maintenant. La Géode, donc c'est gestion opérationnelle et dynamique des entreprises. Alors ça, c'est un diagnostic vraiment affiné. C'est une prestation payante qui met à la disposition un analyste financier, à la disposition des dirigeants d'entreprise pendant 1 ou 2 demi-journées pour conduire avec eux un diagnostic approfondi de l'entreprise. Alors, à partir de ce diagnostic, ça permet aux dirigeants de bénéficier, je dirais, d'une source de réflexion stratégique sur l'entreprise en comparant les performances à celles de son secteur d'activité. Et puis, avec la possibilité aussi de simuler l'impact sur ses comptes d'une décision de gestion. Donc, en élaborant donc des simulations prévisionnelles sur l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ça permet de voir immédiatement les conséquences sur les ratios de l'entreprise, sur la trésorerie, de décisions qui pourraient être amenées à prendre. Voilà, c'est vraiment un diagnostic financier qui privilégie le moyen terme donc on remet un rapport aux dirigeants, on explique aussi les résultats. Le but aussi, c'est assez pédagogique et ce rapport peut lui servir aussi de base de communication, notamment avec ses partenaires bancaires dans le cadre de demandes de financement. Très souvent, c'est très souvent l'utilisation qui en est faite par les chefs d'entreprise. Alors, au-delà des services aux entrepreneurs, nous avons aussi d'autres dispositifs aux autres acteurs de l'économie. Axel, donc ça c'est une analyse conjoncturelle et structurelle de l'économie locale. Ça, c'est une offre à destination des responsables économiques des collectivités ou des fédérations professionnelles. Donc, la base de données de la Banque de France est très riche. Et à partir de cette base de données, nous élaborons un panorama de la situation économique et financière sur une zone géographique ou bien sur une filière d'activité déterminée au préalable ou bien sur un ensemble d'entreprises. Donc, c'est une prestation d'étude donc, qui est vraiment conduite par agrégation des données individuelles des entreprises. Le but est d'aider les territoires et les filières donc, à mieux appréhender leurs enjeux de développement. Et dans la période actuelle, c'est vrai que ça présente vraiment un intérêt de pouvoir faire le diagnostic de son territoire et voir sur quel secteur axer notamment le soutien ou le développement à engager. Donc, on a plusieurs modules. Donc là, ça s'adresse vraiment aux collectivités. Donc, plusieurs modules de panorama ou d'analyse détaillée. Et nous avons également développé, au regard de la crise qui s'est développée, nous avons développé aussi un tableau de bord
plus succinct certes, mais qui présente déjà un panorama intéressant et que l'on livre 4 fois au cours de l'année à la structure qui nous l'a commandé. Et bien évidemment, ça fait l'objet d'un rapport détaillé écrit et également d'une présentation orale. Enfin, dans les autres services, les autres offres de services aux acteurs de l'économie, alors nous intervenons aussi auprès des différentes structures dans le cadre de la détection et la prévention des entreprises en difficulté, hein. Nous avons notamment participé à une start-up d'État qui s'appelle Signaux Faibles. Le but étant, au travers d'algorithmes, d'identifier et surtout d'aider le plus tôt possible les entreprises qui présentaient des signes de fragilité. Nous essayons aussi de promouvoir tout ce qui est microcrédit professionnel pour répondre à des besoins de financement de créateurs ou de repreneurs qui seraient exclus des crédits classiques. Donc, très prochainement, début mars, nous organisons les assises du microcrédit. Et d'ailleurs, la Banque de France remet au niveau national un prix national du microcrédit, un prix au type du microcrédit personnel et un autre au type du microcrédit professionnel. Donc là, nous essayons de faire remonter des projets qui sont intéressants et qui pourraient faire l'objet d'une sélection, une proposition au jury national. Nous avons un partenariat avec BPI au service du développement international. Et à ce titre, c'est la Banque de France qui mène l'instruction des dossiers à l'exportation. Et puis enfin, donc ça c'est toujours intéressant de l'aborder parce que certains chefs d'entreprise ne savent pas trop comment procéder. La Banque de France est donc chargée de la procédure de droit au compte. Alors, c'est assez connu auprès des particuliers, hein, mais parfois les chefs d'entreprise ont oublié qu'eux aussi, que ce soit en tant qu'entreprise ou en tant qu'entrepreneur individuel, ils ont le droit d'avoir un compte pour fonctionner. Ou bien ils le savent ou ils se doutent que bien évidemment ils ont droit, mais ils ne savent pas comment procéder. Donc c'est la Banque de France qui est en charge de cette procédure-là. Donc il y a quelques éléments à réunir et dans les 24 heures, nous désignons une banque pour l'ouverture des services bancaires de base afin que l'activité de l'entreprise ne soit pas pénalisée. Je suppose que tout cela, ce sont des éléments que vous connaissiez. J'espère en tout cas. Eh ben, j'avoue que je ne connaissais pas le microcrédit professionnel. Je passe par l'ADI d'habitude. Je ne savais pas que vous en faisiez. Donc, je serais preneuse. Ah non, non. Alors, nous, on n'en fait pas. Voilà, donc nous, on ne fait pas de microcrédit professionnel, on n'en distribue pas, mais on oriente les chefs d'entreprise ou les demandeurs vers les différentes structures et surtout, on essaie de le promouvoir. Nous, notre rôle, il est vraiment de faire en sorte que cette procédure soit connue et effectivement, très souvent, nous orientons vers l'ADI. Alors, il y a d'autres structures, hein, l'UDAF notamment pour les particuliers, et puis il y a aussi des structures notamment du Crédit Agricole ou de la Caisse d'épargne. Il y a également des structures associatives, enfin solidaires, qui distribuent du microcrédit. Oui, non, alors je m'étais peut-être mal exprimée, Madame Rochard, mais on n'en distribue pas. Simplement, on distribue un prix national. Voilà, on a un jury pour mettre en lumière un projet et c'est là-dessus qu'on va travailler. Ok, merci. Alors donc, sur cette partie des services, des différents services à l'économie, j'en ai terminé. Donc, je vais revenir au début de mon diaporama sur la cotation. Voilà. Donc, la cotation des entreprises, c'est un sujet qui en ce moment émeut beaucoup les dirigeants, les fédérations, les consulaires, parce que ils nous demandent surtout vraiment d'avoir une vigilance sur les comptes des entreprises. Ils se disent ça va être très compliqué, vous allez cette année avoir des bilans très dégradés
et on risque de faire face à des baisses de cotation. Donc, le but était effectivement d'apporter quelques informations sur ce qu'est la cotation et sur comment nous allons procéder en 2021 pour coter. Si on reste sur une notation classique, bon, on peut se poser la question dans une situation particulière. Est-ce qu'il aurait fallu cette année suspendre la notation? Est-ce qu'il aurait fallu ce qu'on appelle modifier le thermomètre? Alors bon, c'est vrai que quand on a de la fièvre, comme on dit, quand on a de la fièvre, casser le thermomètre, c'est jamais une bonne solution et puis, de toute façon, ce serait improductif puisque de toute façon, les établissements de crédit, eux aussi, vont avoir à lire les bilans. Donc ils s'appuient aussi, ils confrontent leur lecture à celle que nous en faisons nous. Donc il est important que nous continuions à coter les cotations et surtout à coter les entreprises et surtout à le faire de façon pragmatique et adaptée. Alors, la cotation, de manière générale, bon, on ne fait pas ça pour occuper du monde, hein. La cotation, elle présente un réel intérêt pour l'économie et les entreprises. La cotation, elle a en fait une double fonction. Elle sert aux banques qui octroient des crédits aux entreprises à porter ces crédits en garantie auprès de la BCE pour se faire refinancer. Et puis, elle peut servir, alors pas pour toutes les banques, mais beaucoup l'utilisent. Elle peut servir aussi pour le calcul des fonds propres que les banques doivent avoir lorsqu'elles octroient des crédits aux entreprises. Alors, c'est c'est une double fonction. Et sur la première fonction, dans le cadre de la politique monétaire, la Banque de France, à travers la cotation des entreprises, il faut savoir que c'est la première banque centrale de l'eurosystème en termes de volume refinancé par la BCE. Et ça a une conséquence extrêmement forte pour les entreprises. Au regard de la croissance du crédit, des possibilités que ça offre de se refinancer, les taux d'intérêt en France sont les plus bas de la zone euro. Et d'ailleurs, c'est un des derniers avantages comparatifs pour les entreprises en France. C'est cette possibilité très large de refinancement et à des taux intéressants. Et c'est un atout considérable. Pour vous donner un ordre d'idée, on cote à peu près 270 000 entreprises en France, au-delà d'un chiffre d'affaires de 750 000 euros. En Allemagne, c'est 10%, c'est 28 000 entreprises, hein. Et donc, certains pays européens, ils trouvent parfois à redire, ils trouvent qu'il y a sans doute un avantage exagéré. Alors nous, on ne veut pas casser cet outil. On trouve qu'il a vraiment un intérêt. Et pour mener à bien cette cotation, bon, bien évidemment, il y a certains critères, hein. C'est l'autorité européenne qui le vérifie. Et chaque année, on a à peu près 20% des entreprises dont la cote est baissée. Et en période de crise, bon, c'est sûr qu'il va nous falloir faire du sur-mesure. Et nous, notre atout, c'est la possibilité de faire du sur-mesure. Donc, on va vraiment faire le maximum pour être au plus près des entreprises en 2021. Donc, c'est le message que je veux vous faire passer en entrée de présentation. Donc voilà, ce que je vous le disais, effectivement, la cotation, c'est bon, pour les prêteurs, ça représente l'information sur la qualité des engagements qui ont été pris. C'est aussi un outil d'aide à la décision, hein, pour les prêteurs. Pour le dirigeant, c'est un regard extérieur qui vient d'une institution indépendante, hein. Nous ne cotons pas en contrepartie d'une rémunération, hein, contrairement aux agences de notation. Je vous ai dit, on cote 270 000 entreprises. Les agences de notation, elles notent contre rémunération et elles notent au final très peu d'entreprises. Et donc, pour le dirigeant, c'est vrai que notre cotation peut être une référence dans la mesure où c'est une référence commune. Voilà, c'est vraiment une aide.
Et donc, globalement, on estime que la cotation peut faciliter le dialogue prêteur-entreprise, puisque voilà, c'est vraiment la référence commune et connue de toutes. Et surtout, comme je vous le disais, elle est gratuite. Alors, bon, quelques points importants. Donc, qui accède à la cotation? Alors ça, c'est un point essentiel et nous y accordons une grande importance. Donc, la cotation, elle est intégrée dans notre base de données. Ça s'appelle FIBEN, le fichier bancaire des entreprises, qui a été créé en 1982 et qui regroupe toutes les informations que nous collectons sur les entreprises, ainsi que la cotation. Donc, il faut avoir en tête que cette information, elle n'est pas publique. Donc, la première personne qui en est destinataire, c'est le dirigeant de l'entreprise. Et c'est bien naturel d'ailleurs, hein. Donc, il y a une communication systématique qui est faite par la Banque de France dès que nous modifions la cotation de l'entreprise. Alors, nous allons bien au-delà d'une simple communication, puisqu'en fait, chaque dirigeant, et d'ailleurs, c'est même précisé dans le courrier de cotation aussi, chaque dirigeant peut en obtenir l'explication au cours d'un entretien personnalisé. Et puis, la capacité du dirigeant à avoir accès à la cotation, c'est un droit fondamental, c'est encadré par la loi, il y a des textes, notamment une délibération de la CNIL. C'est repris dans le code de conduite de l'activité de cotation qui est disponible sur le site internet de la banque. Et puis, comment accéder à la cotation? Il peut aussi le faire, là je vous c'est indiqué en rose, il peut aussi le faire en accédant au site IFIBEN. C'est pareil, c'est avec France Connect qu'on accède à ce site. Et donc, il faut qu'il se crée son espace personnel, le dirigeant de l'entreprise. Et à partir de là, il pourra avoir accès à toutes les informations dans les fichiers de la Banque de France sur lui en tant que dirigeant et sur les entreprises qu'il dirige, et notamment la cotation. Et puis, il peut le faire également en se rendant dans une succursale de la Banque de France ou en demandant donc un entretien personnalisé, comme je vous l'avais indiqué. Est-ce que vous connaissiez cette possibilité d'accéder par IFIBEN? Pas du tout, non. Non, non. Alors, donc qui accède à la cotation en dehors du représentant légal? Donc, ce sont les acteurs du financement de l'économie, mais uniquement pour l'exercice de cette activité. C'est uniquement donc dans le cadre de leur mission de financement de l'économie, ce qui implique aussi une sélectivité des informations auxquelles ils accèdent. Alors pour cela, il faut qu'ils adhèrent à FIBEN. C'est très encadré juridiquement. Donc historiquement, nous avons les banques, hein, et depuis, bon, nous avons d'autres acteurs qui ont la possibilité d'y accéder, hein, vous les avez à l'écran. Et depuis 2018, nous avons également les conseils régionaux dans le cadre de leur action d'aide auprès des entreprises, mais pas pour tous les services. Et puis depuis l'an dernier, donc les administrations aussi qui interviennent notamment dans la prévention des difficultés des entreprises. Donc là, ça peut être notamment la DGFiP dans le cadre des entreprises en difficulté. Donc là, ce sont vraiment pas tous les services, mais vraiment les entités et les services qui ont en charge l'accompagnement des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Quels sont les éléments qui sont pris en compte dans la cotation? Alors, bien évidemment, le premier élément, ce sont les documents comptables qui sont, pour l'essentiel, alimentés de manière quasiment automatique. Ce qui est, bon, donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est pour les seules entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 750 000 €. Ce qui est très important, c'est que nous ne cotons pas un bilan, mais nous cotons une entreprise. Donc, nous avons besoin d'autres informations. Et donc, toutes celles qui sont disponibles sur les entreprises via les greffes, via les banques, les encours de crédit dont je vous ai parlé tout à l'heure,
les encours à date et puis l'évolution des encours, hein, et ainsi également que les incidents de paiement sur effet de commerce, qui eux sont déclarés par les établissements de crédit tous les jours. Ils nous déclarent les rejets d'effets de commerce qu'ils ont effectués sur leurs clients, sur les comptes de leurs clients entreprises. Alors, ils nous les déclarent avec des motifs. Donc, il y a 2 catégories de motifs, des motifs d'incapacité de payer, donc il n'y a pas assez voilà, de trésorerie pour assurer le paiement. Et puis, il y a aussi le motif de contestation de créance, parce que ben, c'est naturel, ça fait partie de la vie de l'entreprise que le fournisseur a présenté un effet qui n'est pas à la bonne date d'échéance qui avait été convenue, ou bien qui n'est pas du bon montant qui avait été convenu. Donc, si vous voulez, le motif a son importance puisque il ne nous donne pas la même information sur l'entreprise et notamment sur le risque de défaut que pourrait traverser l'entreprise. Et ça, c'est voilà, moi j'insiste sur la connaissance des conséquences de la déclaration d'un incident de paiement. Et ça, les dirigeants d'entreprise ne sont pas toujours au courant, effectivement, du fait que un rejet d'incident de paiement est déclaré auprès de la Banque de France et peut avoir une conséquence sur la cotation de l'entreprise. Alors, notre analyse, elle va encore plus loin. Elle ne repose pas que sur des informations financières. L'analyse qualitative prend une place extrêmement importante. Elle devient même centrale et encore plus, je dirais, depuis la crise. Alors, les informations qualitatives, ce sont toutes les informations que l'on va collecter auprès du dirigeant sur le contexte, sur les perspectives, pour enrichir nos analyses et enrichir notre diagnostic afin que ce soit un diagnostic robuste et fiable. Là, vous avez à l'écran le nombre d'entretiens réalisés chaque année sur notre réseau, donc c'est assez considérable. Et comme je vous le disais, cette dimension d'échange avec le dirigeant prend encore plus de sens, bien évidemment, en période de crise. En 2020, nous devions coter des entreprises avec des bilans 2019 qui étaient bons, mais dans un environnement que nous savions incertain. Et ce qui fait que, en fait, en 2020, on n'a peut-être pas amélioré autant les cotations que nous les faisions les années précédentes. En revanche, nous n'avons pas plus dégradé. On a, bon an, mal an, toujours à peu près 20% de dégradation de cotation. Hein, ça fait partie voilà, des flux de la vie des entreprises. Et l'an dernier, nous avons eu quasiment voilà, entre 19 et 20% de dégradation de cotation également. Donc, on n'a pas plus dégradé l'an dernier. En 2021, nous allons coter des bilans qui sont, eux, plutôt dégradés. Hein. Enfin, alors, pas tous. Hein. On a des entreprises voilà, qui ont malgré tout bien traversé la crise. Donc, mais majoritairement, on s'attend bien évidemment à avoir des bilans plutôt dégradés, mais avec des perspectives qu'on espère meilleures, bien évidemment, parce qu'au final, bon, cette crise, on va bien en sortir. Hein. On va bien. Là, je dirais que c'est plus qu'une question de timing. Hein. On peut raisonnablement l'espérer. Et donc, en 2021, nous allons accorder une place majeure à cette analyse qualitative. Alors, pour simplifier les démarches, nous allons envoyer un questionnaire dirigeant. Donc, il sera important qu'ils y répondent. Parce qu'en cotant 270 000 entreprises, c'est vrai que ce serait compliqué de mener 270 000 entretiens de cotation, je vous l'avoue. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi, dans un premier temps, d'envoyer des questionnaires aux chefs d'entreprise, afin déjà, dans un premier temps, de pouvoir
avoir la base des informations. Alors, notre processus de cotation, donc là, on fait référence à notre cible. Là, bon, il repose notre processus sur une analyse à dire d'expert. Hein, c'est la base de notre analyse. Donc là, on est vraiment face à une personne qui analyse une entreprise. Alors, derrière, bien évidemment, il y a des modèles, il y a des algorithmes, des modèles qui intègrent nos calculs, qui nous sortent des ratios, des agrégats, mais qui ne sont là que pour alimenter notre réflexion. Donc, on n'est pas sur un système de scoring basique qui nous sort la cotation qu'on doit appliquer. On est voilà, vraiment sur une analyse humaine à dire d'expert. Alors, dans le premier le cercle vert, ce sont les aspects financiers, les fondations, je dirais. On s'appuie donc sur des éléments tangibles, donc sur, comme je vous le disais tout à l'heure, des ratios et des agrégats assez pertinents. Donc, et on sera vigilant sur les effets de corrélation entre les différents éléments. Les équilibres nous semblent importants, l'équilibre actif-passif, et puis les adéquations financement et usage des financements. Le cercle gris, là, c'est l'analyse pluriannuelle, donc c'est la vision à travers le cirque. Là, on ne surréagit pas et on ne sous-réagit pas non plus. Donc, on a dans notre base de données les bilans des entreprises, donc on les analyse sur les 3 derniers exercices, vraiment à travers le cirque, et surtout prendre en compte aussi la dimension prospective, donc ça c'est le cercle bleu, et ce sera au cœur bien évidemment de notre analyse en 2021 dans ce climat d'incertitude. Donc tout ça va se traduire vraiment par une analyse approfondie des éléments qualitatifs les plus documentés possibles et les plus chiffrés possibles. Donc sur la croissance, le positionnement de l'entreprise, sa flexibilité financière, sa capacité de rebond. Donc si on se reconcentre après sur notre cercle vert, sur nos classes de risque, bon, les paramètres clés, bien évidemment, c'est l'activité, c'est la capacité bénéficiaire, le résultat, la capacité d'autofinancement. Donc là-dessus, on a des indicateurs pertinents hein, qui sortent pas comme ça du chapeau, qui sortent de nos dizaines d'années d'analyse financière. Ce sont des éléments qui ont été backtestés, déterminants par rapport aux analyses que l'on a fait, par rapport aux entreprises qui ont été déclarées en défaut les années précédentes. Donc, ce sont vraiment des indicateurs très pertinents. En autonomie financière, là, bien évidemment, l'endettement comme facteur clé, et c'est d'ailleurs, l'endettement, c'est un élément qui contribue très substantiellement au risque de défaut. La liquidité, là, on va faire un focus sur les dettes inférieures à 1 an, en positionnant en face des actifs disponibles à moins d'1 an. Alors là, ça vient non seulement de notre analyse, mais ça vient aussi de notre statut, qui est que la BCE utilise nos cotations, comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'éligibilité au collatéral. Et donc, le mandat qui nous est octroyé, c'est notre capacité à analyser la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à l'horizon d'1 an. C'est pour cela qu'on fait vraiment ce focus sur la liquidité et donc les actifs disponibles au regard des dettes à moins d'1 an. Et puis le dernier élément qui concerne la solvabilité, là ce sont bien évidemment les fonds propres et leur capacité à absorber le choc. Alors, comme je vous le disais, notre cotation, donc c'est une cotation à dire d'expert. Elle n'est pas du tout une cote totalement automatisée, hein, elle est traçable, elle est au plus proche de l'entreprise.
Donc, ça veut dire que bien évidemment, on a des analystes financiers qui maîtrisent l'analyse financière, qui maîtrisent le calcul des ratios. Pour autant, bien évidemment, par derrière, nous avons un logiciel qui va nous produire les éléments techniques et qui donc va alimenter la réflexion des analystes. Donc, ce que l'on indique, c'est que si on a des scores, c'est qu'ils sont en fait utilisés vraiment en complément de l'analyse. Ils n'en sont pas la base, ils sont vraiment utilisés à titre complémentaire. Donc, voilà, on veut vraiment que notre cotation reste une analyse humaine au plus proche de l'entreprise. Alors, on indique qu'elle est actualisée au minimum chaque année. Oui, c'est vrai, au minimum chaque année à la remise des documents comptables, hein, lorsqu'on cote les bilans des entreprises. Mais j'aurais tendance à dire qu'elle est mise à jour à chaque nouvel élément, nouvelle information qui nous est communiquée sur l'entreprise. Donc, que ce soit des informations qui viennent de l'extérieur, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les incidents de paiement, ou bien les informations qui nous arrivent des greffes du tribunal de commerce, mais ça peut être aussi des éléments qui nous sont apportés par le dirigeant lui-même de l'entreprise. S'il nous amène, notamment cette année, s'il nous communique une situation intermédiaire, ça peut être un élément qui sera pris en compte et dans l'analyse et qui permettra aussi de réactualiser la cotation au cours de l'année. Alors voilà, donc notre cotation stricto sensu, hein, donc la cote d'activité qui synthétise la taille de l'entreprise, hein, qui là est les objectifs en fonction de la tranche de chiffre d'affaires de l'entreprise. Et puis la cote de crédit qui en fait, elle, synthétise notre mandat. C'est-à-dire la cote de crédit, elle représente la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de 1 à 3 ans. Donc là, c'est ce qui est indiqué dans l'explication au bas de la slide. Alors, forcément, alors c'est 1 à 3 ans parce que le mandat à 1 an, c'est ce qui est pris en compte lorsque les banques utilisent la cotation dans le cadre du refinancement auprès de la BCE. Et à 3 ans, c'est dans le cadre de la prise en compte de la cotation par les banques pour l'évaluation de leurs besoins en fonds propres. Voilà. Alors, donc, bien évidemment, cette performance de la cotation, elle s'inscrit de manière très réglementée et très surveillée hein, par les institutions européennes. Et donc là, le taux de défaut, bon, je vais vous expliquer là, ce taux de défaut, ce taux maximum autorisé. Hein. On voit vraiment là le poids du mandat, puisque donc nous rendons des comptes à la Banque centrale européenne et à l'autorité bancaire européenne ainsi qu'aux banques. Alors en fait, comment ça se lit cette slide? Chaque fin d'année, en fait, nous avons un stock d'entreprises et surtout un stock d'entreprises saines. Alors, ce que l'on appelle les entreprises saines et je dirais, ce que l'on dit les entreprises éligibles au refinancement bancaire, ce sont les cotations qui vont jusqu'à la cote 4. Voilà, c'est pour ça que vous avez des indicateurs taux maximum autorisés jusqu'à la cote 4. Donc, nous avons ce stock d'entreprises saines et nous observons dans l'année ou à horizon de 3 ans selon le mandat, les défauts qui sont observés sur les entreprises et les défaillances. Et donc, le taux de défaut, c'est le calcul du taux de l'observation par rapport à notre stock minimal. Et ce taux est comparé au seuil maximum autorisé. Donc, c'est un seuil maximum autorisé par les autorités bancaires européennes. Et donc, en fait, si sur l'année, ce taux est dépassé, donc nous avons un système de pénalisation
un avertissement, et s'il est avéré et s'il dure dans le temps, c'est-à-dire que, en fait, ça veut dire que nos cotations n'étaient pas suffisamment solides, suffisamment robustes, et qu'on a eu des défauts plus importants que ce que l'on aurait dû avoir sur ces tranches de cotation. Donc, si effectivement cet avertissement est avéré, si ça dure dans le temps, donc ça peut conduire à la perte du statut considéré, et ce qui pourrait faire en sorte que la cotation ne pourrait plus être retenue comme éligible pour le refinancement et pour le calcul des fonds propres pondérés. Donc c'est vraiment important que effectivement, nous ne cassions pas le thermomètre comme je vous le disais au tout début. Alors, comment se répartissent les cotations? Donc là, c'est la répartition donc, toute récente, hein, au 31 décembre 2020. Donc, les cotations éligibles au refinancement, ce sont les cotes jusqu'à la cote 4. Et nous avons quand même près de 60% des entreprises au niveau national qui sont éligibles au refinancement bancaire. Sur la région Bourgogne et sur la Nièvre, nous sommes sur un montant, voilà, sur un global de 60% à peu près. Et j'avais même noté que sur la Nièvre, sur les catégories, notamment les catégories 3, nous étions même beaucoup mieux positionnés. Voilà. Alors, donc, comment ça va se passer en 2021? Alors déjà, en 2021, on devrait avoir une couverture plus complète puisque nous mettons en place une intégration automatique dans FIBEN des comptes annuels de quasi l'ensemble des entreprises via la DGFiP. Donc, dès que les déclarations fiscales seront transmises à la DGFiP, nous serons également alimentés dans notre base de données. En revanche, nous n'allons pas changer le seuil de notre cotation, donc nous allons toujours faire l'analyse des bilans dès lors que le chiffre d'affaires est supérieur au seuil de 750 000 €. Alors, au-delà de la cotation, c'est vrai que le fait d'avoir cette alimentation beaucoup plus large, ça va nous permettre de mener des études sur un tissu d'entreprise plus complet et des études qui pourront être produites plus tôt dans l'année. Alors, avec des bilans affectés par les effets de la crise sanitaire, on va effectivement avoir quand même des points de vigilance. Là, on en a listé 3, et notamment les PGE. Beaucoup d'entreprises se sont déjà interrogées, mais comment allez-vous analyser les PGE? Comment allez-vous les prendre en compte? Forcément, vous allez dégrader notre cotation parce que c'est un endettement. On va avoir un endettement alourdi, on va avoir donc un montant de bilan plus important, mais pour autant, on va avoir des résultats dégradés, donc des fonds propres plus faibles. Alors mathématiquement, on se dit, des fonds propres dégradés, un endettement plus élevé, très logiquement, on va avoir des cotations dégradées. Alors bon, il faut tout ça qu'on analyse plus en détail. Alors notamment les PGE. Le PGE, si on l'analyse froidement comme un financier, le PGE, c'est un prêt avec une option, et une option au bénéfice de l'emprunteur, avec la possibilité donc de l'amortir sur 4 ans, sur 5 ans, de refaire une année de moratoire, un remboursement total ou partiel. Et donc, il est important pour nous de décrypter cette information. Et donc là, le discours et l'interaction avec l'entreprise sera clé. Il faut vraiment que les entreprises nous donnent l'information sur les PGE. À la date d'arrêté du bilan, sans doute que les chefs d'entreprise au 31 décembre n'avaient pas encore formulé leur choix, ou ne s'étaient peut-être pas encore décidés sur les modalités de remboursement. Donc, je ne sais pas quelle est l'orientation qui est retenue par les experts comptables lors de l'établissement de l'alias, et notamment sur la classification de ce PGE. Est-ce qu'il sera retenu comme étant une dette à court terme ou une dette à moyen terme?
Donc, la classification de ce PGE et le choix qui sera retenu par l'entreprise, bien évidemment, a une incidence. On ne peut pas… nous, les PGE, ils sont déclarés aussi par les banques. S'ils nous les déclarent comme court terme, pour l'instant, c'est ce qui se passe, mais sans doute ça va évoluer. Mais si on s'en tient actuellement aux déclarations des banques, si on considère à court terme, alors que c'est un endettement qui va être étalé, dans ce cas-là, si on a l'information, nous, on sera capable de la traduire et de retraiter cet endettement comme moyen long terme, si c'est le cas. Et bien évidemment, le risque de liquidité est plus important par rapport à un remboursement à court terme que par rapport à un remboursement étalé sur 4 ou 5 ans, hein. Donc, on va être vraiment vigilant sur la classification des PGE. On a des outils flexibles pour retraiter tout ça, mais pour cela, il faut qu'on nous documente sur cette information. On va aussi regarder les PGE de confort, parce que souvent on nous a dit c'est un PGE de confort, il n'est pas utilisé, il est en trésorerie, mais il va falloir quand même surveiller l'usage de la trésorerie, hein. Si on a une trésorerie équivalente au PGE à l'arrêté du bilan, mais que en fait une semaine après la trésorerie elle est utilisée pour régler les salaires ou une échéance sociale, c'est pas réellement un PGE de confort. Donc, tout ça, il va falloir qu'on l'analyse, bien évidemment. Le traitement de la baisse d'activité, alors il faut absolument nous appuyer dans notre analyse, pas uniquement sur la photographie de ce qu'a été l'exercice, mais d'une part sur ce qui se passe après. Donc, bien évidemment, toutes les entreprises n'ont pas de visibilité. C'est très compliqué d'avoir des perspectives dans certains secteurs d'activité. Mais on se base aussi sur ce qui s'est passé avant. Nous, l'exercice, c'est vrai qu'il est très compliqué cette année, mais il faut qu'on arrive à faire les différences. C'est ce que l'on disait au tout début, Madame Rochard, il faut qu'on arrive à faire la différence entre les entreprises qui étaient préalablement à la crise, qui étaient déjà fiables, qui avaient des fondamentaux et qui passent une mauvaise période, effectivement. Et puis celles qui, de toute façon, étaient déjà très fragiles, étaient en limite voilà, du défaut. Et donc là, il va vraiment falloir faire la part des choses entre ces deux types d'entreprises. Et celles qu'il faut vraiment accompagner en ne dégradant pas la cotation parce qu'elles ont cette capacité à rebondir. Le risque de liquidité, donc bien évidemment, le risque de liquidité, c'est notre mandat, c'est vraiment au cœur de notre analyse. C'est un élément pertinent, donc c'est à documenter le plus possible. Et puis tous les éléments qui vont se traduire par des incidences sur les comptes, il y a différentes possibilités qui sont offertes aux entreprises, au titre fiscal notamment, des réévaluations d'actifs. Donc ça, on en prendra compte, on en tiendra compte. Toutes ces possibilités, notamment de carry-back. Et ça, l'information, on ne l'a pas au 31 décembre, on ne l'a pas sur l'alias. Donc, il faut vraiment que les chefs d'entreprise nous communiquent ces informations pour qu'on puisse les prendre en compte dans notre analyse comme étant vraiment des éléments qualitatifs pour positiver sur le devenir de l'entreprise. Donc tout ça, c'est vraiment à documenter le plus possible. Les situations intermédiaires, si effectivement des situations sont établies, des situations certifiées sont établies au 30 juin 2021, ne pas hésiter à nous les communiquer, on les prendra en compte, on les analysera. Avec le bémol, bien évidemment, c'est la capacité à les traiter si tout le monde nous les envoie, certes, mais voilà, envoyez-nous des informations, communiquez-nous des informations pour qu'on puisse prendre en compte tous les éléments de nature à vraiment
proposer une cotation qui soit vraiment la plus robuste possible et la plus, je dirais, la plus fiable, la plus réelle possible. Alors sur alors on a mis un point sur des entretiens RSE, donc oui, nous avons dans notre questionnaire également intégré, dans le questionnaire là qu'on va transmettre aux entreprises, il y a un volet RSE. Bon, on est bien conscient que c'est peut-être pas votre priorité du moment, mais et puis vous recevez beaucoup de questionnaires. Heu, les éléments RSE, bon, moi je demande aux chefs d'entreprise s'ils peuvent, voilà, essayer de contribuer à notre côté connaissance et nous essayons d'élargir notre cotation sur, la partie risque environnemental. Donc voilà, communiquez-nous des éléments, ça peut nous être utile aussi pour l'avenir. Mais nous, voilà, nous sommes bien conscients que ce n'est pas la priorité des chefs d'entreprise en ce moment. Donc, voilà, en dernière information, c'est vrai que, bon, voilà, on va prendre en compte tous les éléments de perspective et surtout qu'on ne fera pas de décote sectorielle systématique. Ça, ce sont toujours des craintes dans des périodes de crise, des craintes importantes et légitimes des chefs d'entreprise. J'en ai terminé sur tous ces éléments. Voilà, je voulais vous laisser simplement les. Ah, si je le mettais. Voilà, donc le site de la Banque de France. Alors, voilà, ainsi que mes coordonnées.